Assurer le financement des travaux à l'entretien courant et périodique du réseau routier, urbain, interurbain et rural, telle est entre autres mission du fonds routier. Mais en réalité, l'entretien routier au Congo-Brazzaville sonne presque comme un vœu pieux chez certains citoyens. Et pour cause, la dégradation importante des routes sur l'ensemble du territoire au regard presque impuissant du fonds routier. Question alors, à quoi sert le fonds routier et pourquoi ces semblants de l'inefficacité ou ce qui apparaît comme l'inefficacité de son action et comment résoudre ce problème s'il y a lieu? Tentative de réponse dans cette émission Presse Tribune. Aussi, nous parlerons de la mairie des Brazzaville qui revient sur cette table de Presse Tribune pour une sorte de bilan de l'action du nouveau maire Christian Okemba près de 6 mois après 6 mois en fait de son arrivée à la tête de la mairie de Brazzaville sur fond bien évidemment des grèves des agents de cette structure mais aussi de ce qu'on peut qualifier des dysfonctionnements dans la gestion de la ville. Alors comment vit la mairie des Brazzaville sous l'ère Christian Okemba? La question nous intéresse dans cette émission. Alors pour évoquer ces deux problématiques sur ce plateau, une fois n'est pas coutume, nous avons donc Ernest Dimi, il est chroniqueur politique chez les Patriotes, Ernest Dimi, et il sera accompagné donc de Romik Okilas, il est journaliste, analyste politique. Merci donc à mes deux invités sur ce plateau. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est donc votre émission Presse Tribune qui commence dans son nouveau numéro et c'est tout de suite. De retour donc sur ce plateau, on ne va pas déroger à la règle de cette émission. On commence d'abord par l'effet de l'actualité qui aura marqué Monsieur Ernest Dimi pour la semaine. Dans la semaine, bon, chez moi l'actualité c'est la cacophonie au ministère de l'économie forestière chez Madame Rosalie Matondo, où 210 contractuels qui font le fonctionnement du ministère ont été en réalité chassés comme des malpropres au motif qu'ils n'ont pas de contrat avec la nouvelle ministre, au motif que en fait aucun texte ne les protège alors que l'État c'est une continuité. 210 personnes ayant bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée et après 2 ans, la loi dit que ce contrat devient à durée indéterminée, même par tacite reconduction. Mais toutes ces dispositions sont foulées aux pieds. Les voilà remerciés, chassés par la ministre, sans autre forme de procès, parce qu'ils ont eu à réclamer ce qui devrait leur être donné. Et c'est la conséquence directe d'un mouvement de manifestation, d'un mouvement social qu'ils ont organisé le 29 janvier dernier. Ils ont verrouillé certains bureaux pour exiger qu'on prennent leur situation en main par la ministre. Ils ont été reçus par les conseillers administratifs et juridiques de la ministre qui a dit « Oui, vous avez raison, alors on va donc voir comment l'administration va réagir, mais on tient compte de tout, ça ne va pas être en votre défaveur. » Mais curieusement, alors, le matin, donc le 30 janvier au matin, ils sont surpris par une note qui les interdit, qui les somme de partis, c'est-à-dire qui n'ont plus d'accès aux structures. Or, nous savons que le ministère, quand vous prenez par exemple la direction de la communication, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que 2 agents qui sont recrutés. Alors, le reste du travail est fait par ces contractuels. Et c'est comme ça pratiquement dans toutes les directions qui sont rattachées au ministère. Et c'est quand vous allez là-bas, sur le terrain, vous vous rendez compte que c'est un ministère totalement mort parce que l'essentiel de ceux qui font le travail, alors, sont assis. Merci. Ils sont donc assis et ils ont promis encore d'autres mouvements, d'autres situations pour que l'État reprenne la situation, mais qu'on les remette dans les droits parce qu'ils sont passés sans un seul droit avec plus de 30 mois d'arrière. Affaire donc à suivre. Nous allons revenir sur cette question, Romik Okilas. Oui, le sujet qui m'intéresse, que j'ai porté mon regard, c'est la société Averda. Ça fait pas longtemps, disons Sergio, la Averda a porté un bon concept sur les médias d'ailleurs, devant les membres du gouvernement, comme quoi Averda devait aller à l'école
pour apporter l'éducation à l'élève congolais en matière d'assainissement. Alors, en tout cas, avant même le lancement de ce projet, quelques heures suffisaient, permettez-moi le terme, qu'il y ait grève au niveau d'Averda. Bon, on ne comprend pas. Est-ce que ce projet, c'était une fuite en avant? Est-ce que ce projet venait comme pour pallier les problèmes d'Averda, alors que Averda a des sérieux problèmes financiers? Bon, Averda veut aller à l'école faire quoi? On attend Averda dans les artères et les quartiers de Brazzaville pour nous apporter l'assainissement. Et je le dis tout simplement parce que vous allez constater sur les artères, Averda a eu à réduire ses bacs à poubelle. Qu'est-ce qui se passe réellement? Hier, on sortait sur l'artère, à côté de la rue, on déversait de ces immondices. Aujourd'hui, ces bacs sont à rechercher. Mais Averda ne nous dit rien sur ce problème, de fond en comble, même si l'on dit sa date, le problème est entier. À côté, Averda va à l'école. Mais déjà, l'école a des problèmes. L'école congolaise a des problèmes, mais Averda va à l'école. Donc, je dis, il faut qu'on nous reprécise. La mairie doit nous repréciser avec ses partenaires sur l'assainissement de la ville. Brazzaville est une ville de consommation, de haute consommation par rapport à d'autres villes. Alors, ajouter à tout ce que nous vivons par rapport à l'influence du climat, donc on voudrait vraiment qu'on reprécise la politique de l'assainissement de la ville. Merci beaucoup. Donc nous allons entrer maintenant parler donc de nos sujets, des sujets qui nous intéressent aujourd'hui, mais moi également. Je vais lancer comme ça, peut-être réclamer aussi votre réaction sur la décision prise au Conseil des ministres, la décision donc celle de dissoudre la Société nationale de l'électricité et la Société nationale des distributions d'eau SNE et SN2. Cette décision, comment vous l'avez reçue? Satisfait ou vous restez interrogateur? Sergio, je crois qu'il faut attendre. Non, mais moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. On parlait des réformes, c'est tout ça, hein, c'est la réforme. Même si on dissout, la dissolution, c'est une forme de réforme, mais sauf que c'est une décision sans appel. Nous avons vu que personne n'a interrogé les Brazzavillois, personne n'est content des prestations de la SNE et de la SNE, qui éprouvent également des difficultés en leur sein. Voilà. Mais quand le gouvernement a écouté les citoyens, a vu comment ces entreprises fonctionnent, le gouvernement s'est rendu compte que c'est des investissements nuls, alors que nous savons, hein, depuis 1997, des milliards et des milliards ont été investis pour l'achat de consommables, des équipements, pour la construction des barrages, des usines d'eau, tout ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucune compagnie n'arrive à se prendre en charge et à faire un retour sur investissement. Ensuite, c'est des sociétés qui consomment plus qu'elles ne produisent malgré l'argent englouti. Le gouvernement s'est rendu compte, non, les temps sont durs, je n'arrive pas à faire face à ceux qui dépendent totalement de moi. Combien de fois à ceux à qui j'ai donné des moyens? J'ai construit des barrages, j'ai donné à la SNE. J'ai construit des usines d'eau, j'ai donné à la SN2. J'ai construit des lignes de transport d'eau et de courant. J'ai donné à la SND et à la SN2. J'ai construit des transformateurs et les usines de traitement. J'ai acheté les tuyaux et les câbles. J'ai donné. Tout ça, prenez, mais travaillez et prenez-vous en charge. Mais non, le gouvernement se rend compte que tous les mois, s'il ne fait rien, la SNE et la SN2 n'arrivent même pas à faire face, ne serait-ce qu'à leur propre charge, alors que le gouvernement est asphyxié. C'est tout à fait normal. Et puis le volet important, c'est que le Conseil des ministres précise que les gens n'ont pas à s'inquiéter sur la création des sociétés de patrimoine, de ces sociétés anonymes, parce que la sécurité sociale, l'emploi des agents, les fonctions, en tout cas, c'est des volets qui sont pris en charge. Il n'y aura pas de gens qui vont partir comme ça, donc il n'y aura pas de laissés pour compte. Donc ça, c'est important, il faut le dire, parce qu'après, les Congolais vont aller dans tous les sens. Dans tous les sens. Mais la réforme, nous savons que la SNDE, la SNE, en tout cas, ne valent absolument rien. Et le président l'avait dit, vous l'avez suivi. Certainement, on reviendra là-dessus. Le président l'a dit, Romy Kokilas, il était vraiment temps pour parce qu'on a toujours tant réclamé ces réformes annoncées. Quand est-ce que cela devrait se concrétiser sur le plan pratique? On peut se dire que là, on y est. Politiquement, c'est un bon coup. C'est lier la parole à l'acte. Et nous attendions le président là. Le livre de chevet, comme j'ai toujours dit, pour les journalistes, ça devait être le message du chef de l'État. C'est un tracé. Alors, vous avez vu, je ne ferai pas prophète.
sur ce plateau, j'avais dit que les gestionnaires de certaines sociétés, de certaines structures fassent très attention, qu'ils creusent bien ce message. Lorsque le chef de l'État vous interpelle dans un message à la nation, ça veut dire il a fait le bilan de votre gestion. Il a fait le bilan, il faut donc aller vers une réforme. Et la réforme, celle-ci ne me surprend pas. Parce qu'il va, en fait, c'est pas la doléance du chef de l'État, comme certains peuvent penser, comme j'ai commencé à écouter, non. C'est la doléance des Congolais. Le président a écouté les Congolais, qui sont les clients de ces entreprises. Mais c'est des entreprises de honte, Serge, il faut le dire. Ouais, c'est des entreprises de honte. Le porte-parole du gouvernement, d'ailleurs, l'a mentionné. Donc, on va à cet effet pour boucler un peu l'entrée en la matière. Et écoutez, donc, le porte-parole du gouvernement, le ministre Thierry Mongala, donc... au terme du Conseil des ministres pour quelques précisions, tout en vous précisant également, nos téléspectateurs, qu'on y reviendra sur cette question donc de la dissolution de la SNE et SN2. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a d'abord rappelé avec gravité que ces deux sociétés se caractérisaient par une situation technique de quasi-faillite. N'eussent été les subventions versées par l'État. Il a ajouté que leurs contre-performances en matière de distribution et de commercialisation ont eu pour conséquence de détériorer leurs relations avec leurs clients et usagers respectifs au point de les rendre exécrables. En dépit des lourds investissements consentis par l'État en matière d'infrastructures de production, de transport et de distribution de l'électricité, et malgré une assistance technique voulue par les pouvoirs publics, la SNE n'a malheureusement pas pu recouvrer un niveau de rentabilité et de viabilité suffisant. Cet état de fait a entraîné le versement continuel de subventions dont le maintien devient difficile en cette période de resserrement des ressources budgétaires. C'est dans ce contexte négatif que les pouvoirs publics ont mené les réflexions d'usage en vue de l'amélioration des performances de l'opérateur public d'électricité de notre pays. Le schéma de réforme finalement retenu s'oriente vers la création d'une société anonyme de droit OADA, l'accent devant être mis sur une gestion privée et une dimension commerciale plus affirmée. Le statut de société anonyme est mieux adapté à un secteur devenu fortement concurrentiel, favorise également un management innovant et permet des possibilités multiples dans la recherche d'une plus grande efficacité. Ce statut favorise également la mobilisation de ressources non publiques, notamment sur les marchés financiers tant au plan local qu'international. Voilà, donc vous l'avez suivi. Parlons maintenant de la mairie de Brazzaville, qui est notre sujet, donc sur la table. Alors, ça fait près de 6 ans. 6 mois. 6 ans, je veux dire 6 mois, excusez-moi, je suis dans les années. 6 mois, merci beaucoup, que le maire, Christian Roger Okemba, était porté à la tête de la mairie. Je me rappelle, passation de service avec le maire sortant, 31 dossiers mis sur la table. Et le maire a promis beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent également, notamment au niveau des agents. En décembre, il y avait déjà cette annonce de grève, mais finalement, négociation avec les maires, ils se sont rendus compte, ils se sont mis d'accord, mais finalement, à la fin de compte, le maire n'a pas tenu parole. Et aujourd'hui, toutes les mairies des arrondissements sont aux arrêts, la mairie centrale également. Comment est-ce que vous pouvez dire, quand vous regardez des primes abord, l'action de Christian Okemba jusque-là au niveau de la mairie de Brazzaville? En 6 mois d'action de Christian Okemba à la tête de la mairie de Brazzaville, Sergio, tout Congolais observateur sait qu'il n'a rien retenu de particulier en dehors des grèves, hein, qui vont, qui se cassent et qui reviennent, et pour les mêmes raisons. Ça dénote d'une sorte d'inertie, d'une sorte d'immobilisme, d'une sorte de léthargie. C'est-à-dire, la mairie de Brazzaville n'avance pas au point où
vous avez des citoyens qui disent, hein, je suis un document sur les médias occidentaux qui disent c'était mieux avant. C'est-à-dire, la femme, hein, qu'on croyait être la mauvaise, c'était apparemment elle qui était mieux, parce que vous avez des gens qui disent que même au temps de Hugues Ngolondele, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. Je veux revenir à vous, Romy Kokilas. Certains disent d'ailleurs que, apparemment, c'est comme si le maire ne maîtrise pas les dossiers de la mairie. Est-ce que c'est les sentiments que vous avez? Bon, il serait très méchant de l'affirmer comme ça, mais on va faire des constats vrais. Alors, Sergio, si les Congolais le disent, si le syndicat le dit, c'est par rapport, comme a dit Dimi, au temps que le maire a déjà épuisé depuis son arrivée. Qu'est-ce qu'on constate depuis qu'il est arrivé? D'abord, l'installation du maire, après l'installation du maire. Les nominations au niveau des directions ont posé problème. Ces nominations n'ont pas respecté les textes, il faut le dire. Alors, il y a eu une cacophonie totale, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Si je pourrais le dire, c'est en tant que Brazzaville aussi, la mairie m'appartient, je suis citadin. Mais, déjà, comment dire que le maire maîtrise le fonctionnement administratif de la mairie? Moi, j'ai ouï dire, et j'ai entendu en salle. C'était mes sources. Les syndicalistes dire, tout le problème de la mairie aujourd'hui, c'est son directeur du cabinet d'abord. En fait, des gens révoqués. Voilà. Exactement. Le maire a un personnel aujourd'hui qui administre avec lui, qui n'est pas accepté par le reste des agents. Pourquoi il les garde? Maintenant, il faut essayer de voir comment il les a nommés. D'abord, quand le maire arrive à la mairie, il est novice, il trouve son actuel directeur du cabinet qui est conseiller technique, Monsieur Apoko. C'est pas bien de citer les noms en plein plateau. Mais ces noms, si je cite ce nom, parce que ce nom figure dans les conclusions de l'Assemblée générale. D'ailleurs, il faut rappeler que parmi les revendications, la grève tout à l'heure dont parle donc Dimi, revendication des agents, c'est notamment le départ de l'actuel directeur des pompes funèbres et le départ de Madame Bossa qui est au niveau de la recette municipale, le départ de Monsieur Apoko, vous citez tout à l'heure, qui est donc le directeur du cabinet de Monsieur le maire. D'où la question, pourquoi la grève, quel lien entre la grève des agents de la mairie et ce départ des cadres. Effectivement, Serge, quand vous posez la problématique dans ce sens, on peut évoluer dans ce débat. Parce que traiter les questions de la mairie sans pour autant commencer par là, parce que le tout commence là. Le maire arrive, il nomme ces derniers que vous venez de citer. Mais qui est M. Apoko? M. Apoko fut anciennement, au temps du maire Hugues Ngolondele, le directeur au niveau de la DGFU. Un secteur qui s'occupe de la gestion des terrains. Et donc, on délivre les autorisations, tout. Et ce monsieur, à les entendre, spéculer avec les prix. Alors qu'il y a des prix, il y a une grille d'obtention, par exemple, de paiement d'un permis d'occuper, ainsi de suite. Mais il spéculait, par exemple, vis-à-vis des étrangers. Ça, c'est ce que le journaliste a eu. Alors, ce monsieur, à l'époque de Hugues Ngolondele, a subi en fait une sanction du maire sortant. Mais ce Hugues Ngolondele l'avait fait arrêter à cause des mauvaises pratiques, de ces mauvaises pratiques financières, je dis bien. On le met à côté et comme Sokemba arrive, il le récupère. Ça ne peut pas faire la satisfaction du monde de la mairie. Deuxièmement, M. Iloy au niveau des pompes funèbres. Quand le maire arrive, mais M. Iloy, qui est nommé aux pompes funèbres, à la place de celui qui était là, Milando, qui fait virer, fut l'ancien DFM, c'est-à-dire directeur des finances de la mairie. Mais pourquoi on cherche à ce qu'il parte? Mais parce qu'à son époque, il y a eu ce fiasco d'Apoko. Il y a eu donc ce réseau. Et surtout, qu'il y a un problème du non-versement des prélèvements de la retraite. Donc c'est la mission en fait, c'est la mission du directeur des finances à l'époque. Et ce qui ne fut pas fait. Alors, une personne pareille, on le prend, on le met dans un secteur qui pompe de l'argent comme la morgue. Ensuite, le maire de la ville ne se limite pas là. Aussitôt arrivé, il nomme son enfant à la direction des finances. Vous voyez un peu ce rapprochement à la direction des finances. Mais c'est la DFM. C'est le poumon de la mairie. Alors que son enfant n'est pas agent de la mairie. Donc, Madame Mbossa, cependant, il y a un problème qu'il faut comprendre. Madame Mbossa ne se situe pas dans ce lot. Pourquoi? Avec la politique de l'unicité des caisses, le trésor,
où le gouvernement, il faut le dire, ayant constaté la gabegie financière au niveau de la mairie, depuis le temps du maire sortant Hugo Londélé, ont pensé mobiliser, centraliser ces fonds au niveau de l'État, donc le Trésor. D'où la nomination de cette femme Mbossa, que M. Kemba vient trouver. Mais l'actuel maire, finalement, pense qu'il fallait mettre Mme Okema sous son joug. Cependant, Mme Mbossa dépend directement du Trésor. D'où, quand le maire actuel ferme, verrouille les locaux de la perception, alors là, ça pose un problème juridique. Parce que la perception ne dépend pas de la mairie. Donc, vous voyez qu'il y a un problème, textuel. Textuel, on va revenir, on va rester sur ce cas de figure pour poser la question donc à Ernest Dimi. Il y a quand même des textes qui existent. Monsieur le maire arrive, on peut donc croire qu'il maîtrise ces textes. Comment il peut arriver à suspendre un agent qui ne répond pas de lui directement? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème des textes là au niveau du maire? Moi, Sergio, je crois qu'on va en parler et on en parlera toujours dans ces pays tant que ça ne marchera pas. Ah oui. Comment quelqu'un qui arrive dans une administration se précipite d'abord sur les réseaux financiers, sur les principales portes d'entrée d'argent? Mais c'est quand même normal pour lui de pouvoir contrôler et gérer, parce qu'on sait que les nerfs de la guerre... Contrôler pour qui? Quand on parle d'émissions que même le préfet interpelle le maire, contrôler pour qui? L'émission apporte quoi? Non, moi je crois que il faut dire les voyages. Les voyages, les sorties. Les sorties, voilà. Il y en a trop, hein, même quand les syndicalistes vous présentent les éléments, vous ne croyez pas. Ce qui lui aurait valu même une interpellation du prophète de Brazzaville, selon nos sources. Alors, le problème c'est quoi? Le Congo, de manière globale, a actuellement besoin plus d'argent qu'il n'en a eu. Le Congo a besoin plus de gens qui sont sérieux dans la gestion financière. Alors, quand déjà vous suivez, que ce soit les Apoko, que ce soit, je ne sais pas, les Malanda ou les Milandou qui sont au pont funèbre, des hommes dont les syndicalistes vous disent qu'ils ont un passé sulfureux, sont reconduits dans des fonctions qui prêtent un peu au bon fonctionnement de la mairie. Mais les nominations, révèlent un caractère discrétionnaire du maire. Donc, est-ce qu'il est interdit de nommer... Est-ce que vous avez vu l'étonnement que ça a suscité quand l'opinion nationale a appris que le maire a mis à la tête de l'argent de la mairie sa propre fille, qui était content, en dehors de lui-même? Vous avez suivi les réseaux sociaux, les médias. Mais sa fille est congolaise comme tout autre. Vous pouvez bien nommer. Non. Vous savez que l'ordonnateur ne peut pas être comptable selon notre loi. Donc ta propre fille, c'est une partie de toi. C'est-à-dire, c'est toi qui ordonnes. Alors ça, on croit qu'on gérera plus les problèmes de la maison. Et conséquence, aujourd'hui, la mairie éprouve plus de difficultés qu'elle n'en a eu. Voilà. Chez moi, le problème global, la nomination du maire, je ne suis pas contre, mais qu'il le fasse de manière orthodoxe, parce que nous savons que son mandat c'est 5 ans. Il ne faudrait pas qu'on dise que Brazzaville a reculé. On croyait qu'il allait venir pour redresser, mais tel que c'est parti, avec les nominations qui sont plus subjectives, qui réservent plus de satisfaction personnelle que de la satisfaction de l'intérêt général. Je crois que c'est inquiétant. C'est inquiétant. Très mauvais départ. Alors, on sait bien que la situation du pays, globalement, et économiquement, est quand même assez difficile. Il y a quand même des non-paiements de salaire dans quelques administrations. À la mairie, c'est 5 mois. Ils sont déjà 5 mois de non-paiement de leur salaire. Alors, comment comprendre qu'il y a aussi de recettes dont on parle, c'est des recettes qui vont au niveau du trésor, mais également la mairie gère des mini-recettes qui ne entrent pas au trésor, mais qui sont gérées au niveau de la recette municipale. Est-ce qu'avec ces argents-là, comment comprendre qu'il n'y a pas une action de la mairie pour satisfaire aux besoins de ces agents si l'État ne paye pas la subvention de l'équilibre? Comment comprendre ça? Sergio, la manipulation des fonds à la mairie, il faut le dire, est criminel, il faut le dire, pour un État qui se trouve dans la crise. Dernièrement, je vous ai dit ici, vérifiez ce que je vous dis. La mairie, toutes les mairies au monde ne sont jamais pauvres. Aucune mairie n'est pauvre. Pourquoi? La mairie gère les villes, mais dans les villes, c'est des taxes. Donc si la mairie est pauvre, ça veut dire qu'il n'y a aucune activité dans Brazzaville. Mais à Brazzaville, vous en avez trop. Vous avez combien de boutiques? Vous avez combien de salons de coiffure? Vous avez
ainsi de suite, combien d'hôtels? Il y a ce qu'on appelle il y a une différence au niveau des taxes. Les impôts locaux, c'est cette tranche d'argent qui va au trésor. Mais le reste, ça va où? Voilà la question, la même question. Notamment des pompes funèbres. Pompes funèbres, il y en a trop. La mairie gère un espace urbain. Dans cet espace urbain, vous avez des gros hôtels de classe. Et je peux encore continuer. La mairie participe dans le prélèvement de beaucoup de taxes. Bon, en ce moment-là, les syndicalistes se posent la question, où va cet argent? Mais c'est tout le problème. Est-ce que si on peut penser que c'est l'État qui utilise cet argent parce qu'il y a une nécessité des caisses, qu'est-ce qui manque alors au maire de le dire clairement aux syndicalistes qui savent bien que le pays est en crise? Mais cependant, s'il le dit, ils vont lui poser toujours la même question, où va cette partie? Ne pensez pas que les agents de la mairie, c'est des naïfs comme ça, non. C'est eux qui sont dans ces réseaux. C'est eux qui manipulent la mairie. C'est eux les travailleurs, ils connaissent bien ces circuits. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, Sergio, le problème de la mairie est entier, c'est un volcan. C'est pourquoi je disais dernièrement, pour régler ce problème, d'ailleurs, pour votre information, je crois 3 ou 4 jours déjà, le maire est reparti en conclave avec les syndicalistes. Cette fois-ci, ils ont décidé de mettre en place des commissions, 2 ou 3. La première va statuer sur la traçabilité des fonds alloués et les fonds prélevés pour la retraite. Et l'autre commission va statuer sur effectivement ce que j'appelle les recettes subsidiaires. Bon, maintenant, Sergio, pour finir, est-ce sérieux que quelqu'un qui a cotisé pendant toute sa vie puisse ne pas savoir où va son argent? En tout cas, ce n'est pas l'État. Exactement. D'ailleurs, sur cette question, je posais, vous l'avez bien fait de soulever, on semblait croire que cette question du non-paiement, du non-versement au niveau de la SNCES, des retraités, des agents de la mairie, serait peut-être l'œuvre de l'ancien maire, mais on remarque aussi que le 3 mois que le nouveau maire a eu à payer pour les nouveaux agents, cet argent n'a jamais été versé. Alors, comment on peut comprendre cette situation qui a bien le prélèvement de cet argent, mais jamais reversé au niveau de la caisse? Si le maire de Brazzaville est sincère, je suis remis de dire qu'il aurait mis en place des commissions. Si le maire est sincère, qu'il prévoit son entourage. Ça veut dire, quand il demande qu'on mette en place la commission, quand il met en place cette commission, ça veut dire que lui-même, il ne comprend rien. Voilà. Sur la traçabilité, c'est-à-dire l'argent est géré dans des réseaux que lui, il ne maîtrise pas. Et pourtant, c'est lui qui a nommé ces personnes. C'est l'ordonnateur principal. Comment qu'il fasse ce qu'on appelle la propagande miroir, c'est un peu d'exposer l'autre alors que c'est des pratiques que soi-même on fait. Vous voyez, ça pose déjà là le premier problème. Où va l'argent des cotisants de la mairie? Pourquoi ça n'arrive pas là-bas? Les maires mettent en place une commission, pourquoi? Et les cadres qu'il a nommés font quoi? Les cadres qui sont chargés de ce boulot, il ne peut pas leur demander, leur poser la question. Alors toi, ton travail c'est de ça. Où va l'argent d'autrui? Toi qui prélèves, toi qui payes, l'argent d'autrui va où? Pourquoi la commission? Vous ne voyez pas que ça c'est la plaisanterie, ça c'est la blague. Alors de manière globale, de la même façon que le pouvoir, que le gouvernement a demandé les audits dans des administrations qui font qu'aujourd'hui, il y a des interpellations et d'autres histoires qui sont en train de se faire. Alors, que ça se généralise. À la mairie, pour savoir qui fait réellement quoi. Parce que les syndicalistes vous disent qu'il s'agit des collaborateurs dont le papier, le passé est peu recommandable. Le passé n'est pas élogié en matière d'argent. Mais pourquoi le maire s'agrippe-t-il de rester avec ces gens-là? Et pour mettre en place une commission, c'est le travail qu'il devait faire ce gars. Sergio, je m'aimerais ajouter, je vous en prie, dans le sens, c'est capital. Vous voyez, moi je me suis posé la question, on m'a dit, le maire et les syndicalistes ont mis en place des commissions. Est-ce que le maire a ce pouvoir juridique et financier de mettre en place des commissions qui vont faire... Non. Déjà, il est incriminé par ses travailleurs. Déjà, il y a des dettes antérieures. Mais qui va manipuler, qui va gérer ces commissions? Les syndicalistes. Mais ils ne seront pas crédibles parce qu'ils n'auront pas accès à tout. Ils n'ont pas ce pouvoir de contrôler le trésor, je vous en prie, ni le maire. Alors, moi je dis ça, c'est une fuite en avant. Mais le gouvernement a des instruments. La juridiction congolaise a des instruments, comme a dit Dimi. La MIF existe. La comptabilité publique existe. La commission de lutte contre la corruption et la fraude est là. C'est le moment qu'il faut donner du travail à cette commission, s'il vous plaît. Le gouvernement a besoin de son argent. Je dis bien son argent.
La mairie n'est pas une entité, certes autonome, mais c'est une entité congolaise. Alors moi je vais ajouter, on remarque aussi que la grève là elle est générale dans les mairies d'arrondissement, il y a plus vie, les gens ne travaillent presque plus, mais il y a aussi cette question de la gestion au niveau de ces arrondissements, parce que les maires se plaignent qui ne reçoivent plus les subventions, et qui ne reçoivent plus que les rétrocessions de ce qui est prélevé à leur dans leur entité. Mais également, on reproche à ces maires-là de ne jamais verser comme les frais de location, de salles pour les mariages, les célébrations et tout ça, et d'autres taxes que les maires prélèvent et gardent par devers eux. Est-ce que cela n'est pas aussi une façon de dire qu'il y a vraiment dysfonctionnement total? Serge, je vous assure, croyez-moi, ça fait peut-être 2 ou 3 heures du temps que je viens de me séparer avec un maire sur ce dossier. Merci de me poser cette question. Quand vous allez au sommet de la mairie, dans la mairie centrale, on va vous poser le problème tel que vous venez de le poser. Qu'ils ne font pas des versements. Or, à la mairie, parfois, il faut se poser parfois la question, mais il y a gratuité des pièces. Le mariage est gratuit. Mais on sait bien que les salles sont louées. Donc, le problème aujourd'hui, c'est pourquoi on a besoin de ces audits. Le problème aujourd'hui, c'est d'aller à fond. Parce que quand vous allez à la mairie centrale, on vous avance une raison. On incrimine les maires d'arrondissement. Et le combat des maires d'arrondissement ne date pas d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Il date depuis l'ancien maire. C'est d'abord sur les questions d'assainissement. Les maires d'arrondissement ont été dépourvus des fonds d'assainissement. Ce que nous vivons dans... Dépouillés totalement, ils n'avaient jamais reçu ces fonds. Mais maintenant, à Verdun aussi est en grève. Voilà, en grève. Quand vous les voyez, on voit bien que les tracteurs qui sont chez eux ont vieilli pour qu'ils puissent bénéficier de ces tracteurs. Mais c'était une lutte. Mais aujourd'hui, aller à la mairie centrale, regardez comment ces tracteurs de dépôt de matériel s'est transformé en nid d'oiseaux. Non, Serge, le problème, il faut que le ministère de l'Intérieur, qui est la tutelle de ce secteur, et le gouvernement fourre un peu son regard. Alors on va terminer par parler peut-être du cas de la mairie d'Enfilou. On voit bien que le rond-point Moumi qui n'existait même presque plus, et ce rond-point est en train d'être réhabilité par le maire. Qui a affirmé par des gens, nos sources, qu'il a partisé avec les diables pour récolter de moyens et utiliser le main d'œuvre locale pour reconstruire, donner un peu cette place-là. Je vous signale déjà qu'il a construit une sorte de pyramide où il va poser une stèle, et il pense même mettre soit une image du président de la République ou bien de l'ancien d'une personne ancienne donc de ce quartier-là. Voilà, donc maintenant si on voit bien dans le fonctionnement comme tel, est-ce qu'un maire peut engager de telles actions, un maire d'arrondissement qui travaille sous l'autorité et sans que le maire central ne soit au courant? Est-ce que cela ne traduit pas une sorte de dysfonctionnement? J'ai dit qu'il ne mettra pas, je doute qu'il mette la photo et les fusils du président de la République là, parce que nous ne sommes pas des bonhommes. Ben non, il a quand même donné pour les gens, parce que selon nos sources, il a expliqué parce que le président de la République a commencé là dans la GAP, donc c'est là où il a commencé à... C'est pour enseigner aux enfants. Qu'est-ce que les enfants qu'on ne savent pas du président Sassou, qu'ils vont enseigner à travers une statue qu'il va mettre dans un rond-point? Ça c'est la flatterie. Je crois qu'il faut aller dans des choses sérieuses. Il a pourtant dit qu'il a partisé même avec le diable. D'accord. Au fait, Boigny disait à l'époque qu'on n'a pas besoin de l'eau potable pour éteindre un incendie. Ah oui. Voilà. Aujourd'hui, je crois que l'initiative, peu importe la source de financement, que ce soit les efforts personnels du maire, que ce soit la contribution d'une bonne volonté, d'une âme sensible à l'état de mantèlement ou de dégradation, bon point, l'essentiel est qu'on est un objet d'art. Et même s'il faut fouler au pied les principes administratifs. On peut peut-être fouler au pied les principes administratifs, mais le principe est d'abord, je crois que si on arrange, on peut savoir comment il a fait et puis il va se justifier. Et je crois que ce n'est pas mauvais. Vous avez des gens ici qui construisent des brèches de route en menant chez eux. Mais avant d'arriver chez eux, ça part les citoyens. Ces routes-là ne sont jamais critiquées. Vous n'avez jamais vu quelqu'un dire non, 10 000 habitués, la route qui passe devant chez moi, alors que lui, ce n'est pas l'État. Non, les gens acclament par contre.
Maintenant, si il s'agit de l'argent sale, ça c'est autre problème. Que la justice doit quand même tracer l'origine de cet argent. Ce qui compte, je crois, qu'il y a des mécènes qui veulent parfois travailler dans l'ombre, qui voient qu'il y a des situations qui ne tiennent pas et qui accablent l'existence des prochains et que l'État est en difficulté. On peut acheter un groupe électrogène, on donne à une mairie, on peut acheter, moi j'ai vu récemment, un particulier aller donner de Alors on va finir avec quand même avec... J'ai besoin de répondre à cette question. On n'a pas assez de temps. Je voudrais quand même qu'on mette un mot, s'il vous plaît. En répondant, vous allez mettre ce que vous voulez. Juste un mot, parce qu'on ne peut pas dire que dans 6 mois, c'est vraiment pas aussi un temps significatif pour juger l'action d'un maire. Mais on peut quand même retenir l'opération une parcelle, un champ du maire lancé. Qui a donné quoi? Non, Sergio. C'est la théorie, c'est la flatterie. C'est Sergio là. Non, mais ça, c'est quand même une opération qu'il a lancée. C'est pas moi qui. Mais il a lancé. Est-ce que tu as fait le bilan, ça a donné quoi? Vous croyez que les Brazzavillons ont besoin de ça? C'est la question que je pose. Parce qu'il faut parler de la vie, il faut parler il faut aller. Ça, c'est des histoires. Il faut peut-être aller dans la politique globale du maire. Voilà. Oui, mais dans la politique globale, est-ce que vous ne pouvez pas noter quand même ça? C'est pas une action. Non. Il en a trop pendu. Et quand vous lisez le programme du maire, solennellement, je vous dis, malgré qu'on critique le maire, il a une bonne politique. Non, on ne critique pas le maire, nous sommes en train d'analyser la situation. Non, je suis en train de critiquer la mauvaise manière de le faire, mon vieux. Allez-y. Non, je dois te dire que on doit soumettre son travail à la critique. Exactement. Si on ne soumet pas... allez-y, on va faire cette temps, on va donc, Sergio, je te dis ceci. Quand tu lis textuellement le programme du maire pour la ville de Brazzaville, franchement, c'était un bon programme. Vous ne me direz pas que le déguerpissement était une mauvaise politique. En tout cas, quand vous lisez, c'est bon. Mais la manière de faire pose problème. Exactement. Déjà. Alors, donc c'est dire que le maire, c'est deux personnes à la fois. Il y a ce maire-là, franchement, qui est pensif. Au niveau de la pensée, il est puissant. Mais s'il peut avoir des technocrates et que lui-même se débarrasse de sa personnalité politique pour être un serviteur de Brazzaville, le maire sera technicien en ce moment-là, peut emmener en manifestation ce que lui, il pense. Alors, mais pour le faire, il faut chuter par là, parce qu'on va passer au deuxième plan. Maintenant, sur la stèle, la fameuse stèle, Sergio, s'il vous plaît. Hein? Le président de la République n'attend pas les maires sur ce plan-là. Le pays est en crise. Ça, il ne faut pas mâcher les mots. Mais va voir le quartier, ce qu'il est. Mais c'est aussi la ceinture de Brazzaville. Quand tu vas vers le fond, mais c'est des bourgades. Il y a des bourbiers là-bas. C'est une population qui a du mal à se déplacer. Donc le maire de là-bas trouve des fonds, je ne sais pas si chez les particuliers, oui, au lieu de rendre service à la population qui a du mal à se déplacer. C'est bourré du sable, ainsi de suite. Alors, mais je me demande, venez nous donner une selle, quoi. Il n'y avait pas un ministre de la Culture dans ce pays. Même le ministre de la Culture ne l'a pas encore fait. Non, c'est comme disait Serge, c'est du tape à l'œil. Le président n'a plus besoin de ça, s'il vous plaît. Moi, je le répète sur ce plateau. Mais les ronds-points Moumi, que les politiques le lisent. Au moment où le président parle des réformes, il y a des gens qui viennent avec les enceintes lumineuses, mais il est fatigué de ça, il faut le dire, parce qu'ils le font pour qui? Merci beaucoup. Donc, ce que le maire vient de faire d'abord, il est contre la loi. Allez lire les textes qui régissent le fonctionnement de la mairie. Un maire d'arrondissement ne peut pas mener une telle action sans le quitus de M. Okemba. Alors là, M. Okemba peut réclamer ce monsieur. D'accord. Voilà. On va donc terminer, boucler ces dossiers de la mairie, tout en espérant également notre rôle d'accompagner donc monsieur le maire à aller vers l'avant pour concrétiser tout ce qu'il a promis pour la ville de Brazzaville. On va parler tout à l'heure donc du fonds routier et c'est tout de suite. De retour sur ce plateau de Presse Tribune, je vous rappelle, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Vous suivez bien votre émission, cette magazine qui traite des questions qui touchent à la marche de notre société, une émission des débats. Aujourd'hui, donc, nous évoquions tout à l'heure la problématique de la mairie de Brazzaville, près de 6 mois, sous l'ère Christian Okemba. On va parler du fonds routier. Avec cette question, que sert finalement le fonds routier? Ça, je lance comme ça. Parce que d'aucuns à Brazzaville se disent que bon, on paye les péages, on paye ceci, mais les routes, la dégradation de routes, c'est vraiment important. Monsieur Nesdimi. Bon, Sergio, je crois que les Congolais parlent beaucoup, les Congolais commentent beaucoup, parfois sans comprendre, même celui qui ne connaît rien, prétend connaître les choses. Non. Tout fonds, c'est une caisse. Tout fonds, c'est une banque. Donc on suppose que le fonds routier,
c'est une sorte de banque qui doit avoir à sa disposition de l'argent qui permet à l'État d'entretenir les routes qui intègrent les ressorts déterminés par la loi qui est de la compétence du fonds. C'est-à-dire, vous avez le Congo, par exemple, a beaucoup de routes. Mais le fonds, la loi peut déterminer que le boulevard, par exemple, n'est pas une route ordinaire pour intégrer les champs d'action du fonds. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est de manière globale, c'est comme une caisse, mais qui ne finance que l'entretien des routes bien déterminées par la loi. Je vois que c'est ça. Exactement. Et d'ailleurs, là-dessus, il y a donc la loi numéro 8 de 2004, du 13 février, donc, qui porte création de ce fonds, un établissement public administratif. Alors, on peut revenir là-dessus. D'ailleurs, l'objectif, entre autres, je le disais tout à l'heure, de cette route, c'est de pouvoir financer les travaux de réhabilitation et même des constructions donc de la route. À travers ça, il y a quand même de ressources que le fonds le ressources quand même qui sont données au niveau du fonds. Alors, moi, je vous pose la question, comment, avec ces ressources, le fonds routier n'arrive-t-il pas à financer des travaux, notamment à Brazzaville? On voit qu'il y a des nids de poules partout. Pourquoi cela n'arrive pas alors que ces fonds existent et bien la loi le prévoit d'ailleurs? Alors Sergio, c'est une question même fondamentale dans ce débat. Et la question est posée par le souverain primaire, le propriétaire de ces routes, en fait les Congolais et les usagers, je veux dire. On prélève partout. En fait, quelles sont les sources? D'où viennent les recettes du fonds? Vous avez parlé du péage. Quelque part, il y a de l'argent qui vient du secteur, une partie d'argent qui vient du secteur du bois. Le secteur pétrolier. Les taxes routières que nous voyons, les policiers prélevés frauduleusement là. Je dis bien frauduleusement. C'est dans la rue, c'est pas dans les postes de police, c'est pas eux. Donc tout ce qui se passe sur la route. Le pétrole passe aussi par la route. Mais selon le gouvernement, on a pensé que ça donne beaucoup d'argent au pays. Mais l'État se dit, il me faut avoir une banque, un fonds. Je dis bien, vous voyez, les fonds, un fonds. Un fonds créé par l'État pour mettre à côté un certain nombre de sommes collectées de partout pour lui permettre d'entretenir ces routes. Parce que si, par exemple, les grands travaux, nous construisons une route aujourd'hui, ne demandez pas aux grands travaux d'entretenir aussi. Donc l'État a toujours cet instrument-là. Donc cet argent vient de partout. Mais le Congolais ne voit que le péage. Le problème, c'est celui-là. Les fonds viennent de partout. Donc le policier aussi contribue à cette recette. Et il y aura peut-être dans le déballement, on va se poser la question, est-ce que réellement... Alors, tout cet argent devait aller normalement au fond. Mais il s'avère que, avec l'unicité des caisses toujours, à cause de la crise, l'État a voulu que cet argent soit viré au trésor. Et non, mais il faut pas dire à cause de la crise, c'est d'ailleurs la loi qui détermine. La loi, effectivement. Voilà. Mais la loi n'est pas prise pour être prise. Hein. La loi est prise par rapport à une réalité. Non, la loi est prise depuis 2004. Voilà. Maintenant, mais cet argent n'est pas reversé aujourd'hui au niveau du fonds. Et vous l'avez précisé, le fonds n'est pas une entreprise qui construit les routes. Le fonds, c'est quoi? Le fonds dépend d'un ministère. C'est une entité d'un ministère. Alors, ce ministère-là ordonne, à partir de l'instruction du gouvernement, le ministère actionne, demande au fonds de financer tant pour l'aménagement, la construction de telles routes. Bon, maintenant, aujourd'hui, on regarde cette dégradation. Les Congolais se disent, mais que fait le fonds? Voilà tout le problème. D'accord. Avant de revenir sur quel fonds, je poserai la question à Dimi, mais je veux quand même jeter un coup d'œil sur le tableau synoptique de recouvrement du fonds routier de 2005 jusqu'à 2017 ici. On voit bien que par exemple, la 2015, la subvention de l'équilibre annuel, l'État, c'est 3 milliards 400 millions de francs CFA. Mais quand on regarde dans d'autres taxes, par exemple, le produit des permis de conduire et carte grise, zéro, rien ne versé. On va pas dire que si cette année-là, on n'avait pas payé des permis de conduire ou de grise. Quand on voit également,
sur des tasses, sur des amendes, il n'y a rien. Et jusqu'à ce qu'on arrive peut-être en 2012, nous avons sur les subventions d'équilibre 44 milliards 566 millions de francs CFA. Et là, tout le reste n'est plus prélevé parce que bon, l'État a jugé bon, si comme on n'arrive pas à recouvrir totalement ce qui est dû au fonds routier, vaut mieux subventionner tout simplement. Est-ce que cela ne montre pas non plus la faillite de l'État? Parce que l'État devrait comprendre que ces entrées-là devraient permettre à la survie du fonds. C'est les cadres, les responsables qui gèrent ces administrations-là qui devraient être relevés de leurs fonctions parce qu'ils sont incompétents. Vous ne pouvez pas quand même concevoir qu'un domaine comme celui des permis de conduire qui sont délivrés chaque jour et qu'on ne puisse pas reverser la taxe qui revient au fonds routier et qu'on continue comme ça. Vous ne pouvez pas concevoir que les taxes prélevées par les services de police qui donnent même des convocations aux chauffeurs concernant les mêmes taxes ne soient pas prélevées et ne soient pas... En fait, l'argent est pris, hein, mais c'est que ça finit dans la poche du chef ou de ceux qui prennent. C'est ça le grand problème. Alors, que faire? Puisqu'on voit pendant 2 ans, le directeur chef des transports terrestres n'a pas pu donner l'argent, qui n'a pas pu reverser au trésor. L'argent qui revient au fonds routier. Alors, on ouvre une enquête, en attendant, à titre conservatoire, on le met de côté, en attendant les conclusions. Moi, je crois, c'est une grave erreur, parce que le Congo s'est retrouvé dans des situations difficiles à cause de cette façon de faire. On a voulu faire trop de social parce que le pays avait de l'argent. On a négligé toutes les portes d'entrée. On a dit, le pétrole donne, on s'arrête. Et aujourd'hui, on se trouve en difficulté. Mais qu'a-t-on fait? Où sont partis tous ces fonds-là? Tous ces fonds. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous donner la parole d'ailleurs à ces propos quand ils parlent. Selon nos informations au niveau du fonds routier, ils affirment là-bas que quand ils ont tenté de pouvoir jeter un œil, parce qu'il faut se le dire, au niveau de péage notamment, au niveau même dans les amendes, au niveau des PSP, il n'y a pas des agents du fonds routier, ils ne sont que 22 qui travaillent. Et quand ils ont tenté d'aller voir au niveau de péage notamment, eux, quand ils ont surveillé peut-être pendant la journée, les sommes doublées. Et quand ils le font de jour et de nuit, les sommes triplées. C'est voilà. Pour dire que l'argent n'est toujours pas reversé comme il se doit. Alors, comment comprendre cette situation? Mais la situation se comprend facilement. Lorsque vous prenez la RN2, jusqu'à Kintélé, la route du Nord, regardez à côté du péage, vous avez combien d'agents? Mais les Congolais ne s'imaginent pas, ne savent pas qui est là. Vous avez un agent de la DGTT, vous avez un agent de la police, vous avez les impôts, vous avez un personnel du fonds routier, mais vous avez un gars du trésor. Mais à côté, il y a des petits à confiance. Moi, je vais vous le démontrer. Donc, vous êtes chef. Et comme vous avez... Je vous dis bien, le fonds routier n'a pas la gestion financière de ses peuillages. Tout cet argent est récolté pour le trésor selon la loi. Mais est-ce que réellement, l'État bénéficie de ses recettes? Il ne peut pas bénéficier de ses recettes dès lors que... Nous voyons ce que les flics font, par exemple. Est-ce que le policier congolais, lorsqu'il arrête un véhicule, ne prenons que cet exemple, qu'est-ce qu'il tend au chauffeur? Alors qu'ailleurs, c'est la contravention qu'on donne. On donne une sorte de convocation que le chauffeur aille payer au trésor pour que l'argent rentre directement dans la caisse de l'État. Mais le chauffeur et la complicité entre le chauffeur et le policier, qu'est-ce qui se passe? Alors, automatiquement, c'est 1 000 francs qu'on glisse. Voilà les deux criminels de l'État, déjà. Maintenant, au niveau des péages, moi, j'ai vu dans mes enquêtes un bayou transporteur de la planche qui passe à 2 h du matin. Nous les avons pourchassés jusqu'à entrer à Brazzaville vers un lieu où ils desservent. Les agents du péage sont partis de là-bas de nuit. Ils ont déjà le programme d'entrer de ces gros véhicules jusqu'à venir prélever dans la rue au moment où on déchargeait. Dites-moi, c'est Sergio, à ces heures macabres de la nuit, le trésor n'est pas ouvert, les gens prélèvent 500 000 francs. Mais ils vont reverser le lendemain. Ils vont aller reverser le lendemain. Avec quel reçu? Non. Et vous vérifiez, c'est pas le personnel du trésor. Donc voilà comment l'incivisme fait payer le prix à l'État.
Mais alors, merci beaucoup. On voit le même Congolais également. Vous allez réagir, qui réclament, qui disent que bon, les routes ne sont pas entretenues. Certains diront, on a quand même cité des chiffres ici, de 44 milliards. Et on est arrivé, même les pics, c'est jusqu'à 52 milliards de francs CFA donnés. Mais pourquoi il y a eu quand même cet argent? Mais on peut dire, même si la loi dit que bon, le fonds routier ne peut pas s'occuper des routes au niveau des villes, mais au niveau de l'Interland. Il y a une situation, un confrère à nous a été au niveau des plateaux Gamboma, les routes au niveau des dorsales de l'Interland. Il y a quand même des routes qui sont impraticables. Des routes aménagées qui subissent. Est-ce que le fonds routier, avec ce peu-là, ne peut pas résoudre ces questions? Non, avec le peu, on ne peut pas tout résoudre. Moi, je crois que le problème, est au niveau du ministère. C'est le ministère qui détermine et conduit, en réalité, la politique du fonds, la politique de financement du fonds. Le ministère détermine que pour cette année, il y a la route d'Abala, il y a la route de Madingu, il y a la route de Kakamweka. Ça, c'est les routes qui sont prioritaires, mais qui nous demandent tant de milliards. Alors, comme on n'a pas d'argent, on va donc, au lieu de la bitumer, on va juste la territer. Ok. Même en attendant, sur la route de Bouemba, on en a besoin. La route de Tchikapika, on a besoin. La route, je ne sais pas, de Pokola ou de quoi là-bas, on a besoin. Alors, donc vous allez vous rendre compte que maintenant qu'on fait ici, par rapport à la programmation du gouvernement, c'est la loi. Mais là-bas, on est dans le besoin. La volonté du gouvernement, en réalité, le gouvernement, c'est de travailler pour le bien-être des citoyens. Vous voyez? Mais quand il y a des provisions, ce n'est pas le fonds qui détermine, non, moi je vais financer cette route. Non, c'est le ministère qui dit, voilà le programme pour cette année. Et dans le budget, voilà ce qui devrait ressortir pour le fonds. Maintenant, le fonds ne fait que décaisser de l'argent par rapport aux entreprises que le gouvernement aura choisi pour exécuter ces travaux. Donc, ce n'est même pas une affaire de fonds. Mais si le ministère choisit d'autres routes, ou par rapport aux moyens, prend certaines routes, le fonds fera quoi? Le fonds sera que là, les bras croisés, on arrive, il voit le papier, c'est conforme, on décaisse l'argent. Exactement. Voilà. Alors, quand on regarde bien, on trouve bien qu'il y a une sorte d'incivisme qu'il faut quand même. Parce que autant les services, les policiers qu'on incrimine, même au niveau des péages, mais l'État qui est censé garantir que tous ces fonds, parce que c'est bien la loi, est-ce que l'État n'a pas une part aussi de responsabilité, d'incivisme, pour mobiliser ces fonds destinés aux... Lorsque nous parlons de l'État, les services que vous venez de citer là, c'est l'État. C'est l'État, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Et effectivement, merci de m'avoir posé cette question. Je sais que vous savez bien le faire, vous avez le tact. Mais effectivement, quand vous allez au niveau des péages, on vous dira, ce n'est pas notre problème, c'est l'État. Mais ceux qui vous le disent, ce sont ceux-là qui représentent l'État. Mais l'impôt, un agent des impôts, un agent de la DGTT, c'est l'État. Ils sont là pour ça, voyez-vous. Et quand vous abordez un agent du Trésor, il vous dira ce qui est vrai. Moi, je l'ai fait. Il dit ce qui est vrai. Là où nous sommes, on ne peut pas maîtriser tout. Tu vois, on ne peut pas maîtriser tout. L'agent du Trésor a une heure de travail. Et à un moment donné, il rentre. Mais qui reste réellement là-bas? Vérifiez bien, vous allez trouver des gens qui ne sont même pas des commis de l'État. Ils ne sont pas des agents. Qu'est-ce qu'ils font là? Alors, c'est l'occasion de demander à la justice congolaise de porter un regard là-bas. Sur, nettement, même les hommes habillés, qu'ils vérifient ce qui se passe. Pourquoi je le dis? Comment instituer un tribunal administratif? Mais quand les routes se dégradent, qui paye le prix? Mais c'est le gouvernement, s'il vous plaît. Mais c'est à dessein qu'on fait ce bruit. Mais les routes se dégradent. On attaque qui aujourd'hui? Le gouvernement de la République. Mais qui a placé ces agents là-bas? C'est le gouvernement de la République. Donc ça demande un travail. Pourquoi ne pas le dire? Parce que nous avons eu à découvrir, c'est un jour, tous, que les fonds, le fonds, en fait, c'est juste une réserve d'argent de l'État pour notre bien. Ces routes nous appartiennent. Mais regardez ce bourbier qui est sur la route du Nord. Et à quelle distance? Or, il est démontré que depuis le premier bourbier jusqu'à Onyamba, je crois, toute cette partie date de la vieille route. De la vieille route. Et là, c'est dans les années... Donc, c'est dire, si 1959... Voilà, si on ne finance pas,
avec ce poids du transport subi, la route va se dégrade là, la route va atteindre avant Gomboma. Alors, où est-ce que le Congo aura cet argent? Donc c'est le moment de serrer, de serrer en tout cas, traquer si possible tous ceux-là qui se sont déversés dans ces choses. Mais malheur à ces responsables qui sont donc. Qui sont de là. D'accord, maintenant on va, excusez-moi, on va chuter, on va parler des solutions quand même, parce que au niveau du fonds routier, avec l'aide également de la Banque mondiale et de l'Union européenne, il y a quand même un travail qui a été fait pour proposer au gouvernement de passer donc à la deuxième génération du fonds routier, ce qui veut dire tout simplement rendre plus autonome le fonds routier, que l'argent ne transite plus par les trésors publics et qu'il y ait quand même la construction. Même la Banque centrale peut faire en sorte que le fonds routier ait directement accès à cet argent pour être également actionner les actions de manière plus directe, parce qu'il ne faut pas attendre que les nids de poules que nous voyons ça et là prennent de l'ampleur pour qu'on mette encore beaucoup d'argent. Est-ce que cela n'est pas une bonne solution pour vous, Ernest Dimi? Pour moi, tout ça, c'est du blablabla. Parce qu'aujourd'hui, parlant de l'autonomie que vous voulez, hein, l'argent va directement au fonds. Mais si le ministère ne programme pas, les fonds fera quoi? Les fonds pourra commencer à programmer aussi. Les fonds. Est-ce que vous savez qu'il y a de l'argent au niveau de l'EIF destiné à l'Afrique centrale au niveau des médias, mais qui n'est jamais utilisé parce que les intéressés même n'en font pas la demande? Si le ministre ne fait pas la demande pour qu'on construise la route, les fonds fera quoi avec l'autonomie de l'argent qu'il aura? Non, moi je crois que le problème, ce n'est pas génération 1, génération 2, première, deuxième, non. Le problème, c'est d'abord, appliquer comme il se devrait les premiers textes. Vous croyez que les gens qui prennent de l'argent, des permis de conduire, ne reversent pas au trésor ou ne reversent pas la quantité attendue au fond parce qu'il n'y a pas la génération numéro 1 ou la génération numéro 2? Ça, c'est des histoires. Moi, je crois qu'il faut d'abord mettre du sérieux sur le peu que nous avons avant d'envisager d'autres histoires. Si sur le terrain, l'inefficacité est prouvée malgré ce sérieux, alors on envisage les générations 2, les générations 3, les générations 4, jusqu'à quand je ne sais pas. Mais pour moi, c'est le moment où jamais le président n'a pas interdit à un procureur de la République d'ouvrir des enquêtes sur les délinquances, peu importe l'endroit où elles se sont déroulées. C'est le moment pour le procureur Okongaka là, de savoir aussi à ouvrir les yeux sur ce qui se passe au niveau de cet argent, notamment dans les péages et autres structures. C'est le moment également pour l'Amir Nguele, le président de la commission, d'envoyer également ses émissaires. Et c'est un peu de contrôler comment ces histoires ont été faites avant, pourquoi l'argent n'est pas rentré, ça partait chez qui? Puisqu'il a déjà commencé quelque part. Mais il faut que ça continue, sinon ça va être comme l'acharnement sur certains cadres du pays ou sur certains départements, alors que d'autres continuent à se la couler douce aux grandes dames des Congolais. Donc pour moi, le problème, la solution, ce n'est même pas les générations qu'il faut compter, génération 1, génération 2, non. La solution, c'est de mettre du sérieux dans la situation actuelle et avec tout le contrôle possible de toutes les 16 institutions selon Elongo. Du contrôle de la gestion publique. De la gestion publique. On va terminer avec Kokila sur ces... je pense que quand je suis Dimi, il faut dire que si on ne met pas du sérieux déjà sur ce qui existe, parce que nous sommes en face d'un problème d'incivisme, un problème de corruption, un problème de vol, un problème de gabegie financière. C'est la fraude. Si vous fouillez dedans, vous allez trouver des réseaux. Si déjà dans le quartier, il y a des réseaux. C'est la fraude au sommet de l'État. Sinon, comment vous croyez qu'un commerçant, une commerçante demande à un policier en service de lui faire la monnaie? Voilà. Ça c'est Didi Bardimi. Voilà. Alors Serge, moi je pense que avant qu'on passe à la deuxième génération, moi je pense, j'ai toujours dit, on ne peut pas laisser comme ça parce qu'il y a eu une gestion. Ce n'est pas le passif. Dimi a cité tous ces instruments. Oui, tu comprends que le Congo actuellement doit être un chantier d'enquête, un chantier d'investigation. Nous sommes dans la crise. Il faut qu'on sache qui fait quoi, même si c'est le passif, qui avait fait quoi, voilà. Où a cet argent. Voilà. Les Congolais ont besoin de cet argent. Nous devons sortir de cette crise. Le Premier ministre avait parlé des niches. Il faut fouiller. Ouais. Mais il y a d'autres qui ont peur de prononcer ce mot. Pourtant, ils connaissent bien ces niches. Ils manipulent ces niches. Mais petit à petit, tu vois que Dieu aime bien le Congo. On est en train de les découvrir petit à petit. Je vous assure, l'Amir Nguele, le procureur de la République, les parlementaires, s'ils ne fourrent pas leur nez dans ce dossier-là,
c'est qu'ils n'aiment pas la politique nationale, ils n'aiment pas le pays, ils n'aiment pas les Congolais. Parce que c'est le moment. Il y a un problème. Je rappelle d'ailleurs que un député en a posé la question au ministre des Finances sur tout cet argent-là, des péages et tout. Mais Sergio, c'est criard, hein, je vous en prie. C'est les mêmes députés, les mêmes juristes qui roulent sur ces voies. Ouais. C'est parce que nous avons un peuple tempéré. Hein? Franchement. Mais nous n'avons plus de sortie sur les deux voies. Mais ça pousse même le plus bas congolais, même l'ignorance s'interroger. Mais où va cet argent? Alors, vous voyez, ceux qui ont géré se sont tués. Non, s'il vous plaît. Je demande à ces services de nous aider. Pour dire également à l'État de pouvoir donc prendre à bras le corps. L'État va instruire, on a vu, c'est à la mode là. C'est à la mode. Merci beaucoup donc à Ernest Dimi, chroniqueur politique chez Le Patriote, Romy Kokilas, journaliste, analyste politique, pour cette émission. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, c'était votre magazine, donc Presse Tribune. Nous avons évoqué la question du fonds routier, mais également nous avons parlé de la mairie, et tout en vous rappelant que le gouvernement congolais vient de prendre une décision de pouvoir dissoudre donc la Société nationale d'électricité et la Société nationale de distribution d'eau. Une question qui va nous préoccuper. On va donc le suivre tout au long de certainement la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis et continuez donc à réagir à la maison chez vous, mais aussi vous pouvez nous faire parvenir vos réactions à travers nos adresses des réseaux sociaux, mais également à travers ces numéros de téléphone. Juste nous envoyer un message, ça nous fera énormément plaisir. D'ici là, donc, pour un prochain rendez-vous, c'est les dimanches prochains. Portez-vous bien. On se fixe rendez-vous. On sera là toujours pour vous servir et parler de ce qui touche à la marche de notre société. Merci et au revoir.